Et c'est ce qu'ils ont fait, et ça a plutôt pas mal marché. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter ce qu'on appelle la CAA, donc la communication alternative et améliorée. C'est un PowerPoint qui a été fait par quelqu'un qui travaille avec moi, qui travaille à l'ERHR, l'équipe Relais Handicap Rare, qui s'occupe de personnes qui sont en situation de handicap rare, donc qui multiplient plusieurs handicaps. Donc c'est un PowerPoint que j'ai lu, mais que je ne maîtrise pas super bien, donc soyez indulgents avec moi. Voilà, on va partir sur le PowerPoint. Donc communication alternative et améliorée et inclusion numérique. À la base, souvent, au départ, on parlait souvent de communication alternative augmentée. Maintenant, c'est amélioré. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas assez alternatif, d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, mais on a amélioré le système pour que, effectivement, tout le monde puisse avoir accès à une communication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 97 millions de personnes ont besoin de cette communication alternative dans le monde. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement une méthode. On ne dit pas, voilà, enfin, je veux dire, il y a plein de méthodes, effectivement, comme le PEX, qui permettent de communiquer par image, avec des images qu'on met sur une bande et qui permettent de dire « je veux boire du lait ». Donc, à chaque fois, c'est une image. Mais c'est pas simplement ça, ça peut être ça, mais il faut que ce soit tout un tas de possibilités pour que la personne s'y retrouve. Et surtout, il faut que ce soit développé par tous les millions de personnes dans le monde, donc c'est quand même important, qui ont besoin d'une communication alternative et améliorée pour pouvoir communiquer et pour pouvoir recevoir des informations. Et ce que je vous disais aussi, c'est que ça ne se limite pas à la mise en place d'une méthode toute faite, elle est multimodale. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être tout un tas de choses, et ça veut dire qu'on doit aussi s'adapter aux besoins de la personne. Ce que je vous présente, c'est la méthode qui est utilisée dans les établissements médico-sociaux. Mais après, c'est voir comment est-ce qu'on peut utiliser des parties de ces méthodes-là pour pouvoir rendre nos documents accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc, communication, fait de communiquer, d'établir une relation avec quelqu'un. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire société, la communication, il n'y a pas d'autre possibilité de faire société. Si on ne communique pas, on est isolé. C'est valable pour les personnes en situation de handicap, mais on peut devenir en situation de handicap par des accidents de la vie, par le vieillissement. Donc ça peut toucher énormément de personnes. Donc établir une relation avec quelqu'un, relation dynamique qui intervient dans un fonctionnement, échange de signes, ce que je vous disais tout à l'heure, des signes, des messages, des codes. Être en interaction, expression plus compréhension. C'est-à-dire qu'à la fois il faut pouvoir s'exprimer et à la fois il faut pouvoir comprendre le message de l'autre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de donner des messages compréhensibles par tout le monde pour que chacun puisse accéder à ses droits. Alternative. Donc les personnes qui ne disposent pas du tout de langage oral ont besoin de stratégies alternatives à la parole, des techniques qui la remplacent, et donc qui communiquent différemment. Et améliorer permet à une personne qui n'arrive pas suffisamment à se faire comprendre par les autres d'utiliser des méthodes de communication qui complètent la parole. Rendre un message plus compréhensible. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la parole, ça veut dire qu'on l'améliore et on augmente. Donc on a différents types de manières de communiquer avec ces personnes, enfin différents outils. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, effectivement comme la méthode PEX, qui est une méthode de communication par pictogramme. Donc c'est un classeur, la personne se promène avec son classeur et met des images sur une bande pour expliquer ce qu'elle veut. Il y a aussi des systèmes donc, qui sont entre les deux, qui sont déjà paramétrés, mais qui ne sont pas encore de high-tech. Et il existe, et vous aurez peut-être l'occasion de les voir si vous allez sur le camion handicap tout à l'heure, des systèmes high-tech qui sont carrément intégrés sur des logiciels et qu'on peut utiliser à partir d'un ordinateur. Donc différentes déficiences affectent la communication. Bon, les troubles sensoriels, ça paraît évident pour tout le monde. Le polyhandicap, mais c'est surtout les troubles, c'est aussi les troubles du développement intellectuel. Et c'est pour ces personnes-là aussi que c'est important parce qu'il n'y a pas de langage alternatif au fait de ne pas comprendre les choses. Donc il faut effectivement simplifier. On parle de facile à lire et à comprendre. Je vous montrerai des plaquettes qu'on a travaillées avec mon espace santé où effectivement on a vraiment limité toutes les informations pour que ce soit accessible à tout le monde. On peut effectivement, pour les personnes en déficience visuelle, mettre du braille. Là, il y en a une qui a été braillée, il y en a juste une, mais on peut en brailler d'autres. Il y a aussi la langue des signes, mais voilà, ça marche bien pour les déficiences sensorielles. Mais par contre, pour les gens qui ont des problèmes cognitifs, il faut trouver d'autres stratégies.
Bon, il y a effectivement les troubles du spectre autistique, hein, les enfants qui n'ont pas d'accès au langage oral à cause de leur autisme, les troubles acquis du langage et les troubles du développement du langage, les dysphasies, entre autres. Et ça, les dysphasies, ça peut intervenir à n'importe quel moment de la vie, suite à un AVC, suite à d'autres problématiques. Et les problèmes motrices, les IMC, paralysie cérébrale, qui font qu'effectivement, la personne est tout à fait apte cognitivement, mais ne peut pas communiquer par la parole. Donc toutes ces personnes-là, et elles sont nombreuses, plus effectivement les troubles qui viennent en vieillissant, ont besoin d'une communication alternative et améliorée. Donc on en revient, enfin, on insiste un peu sur le message, mais c'est important, hein, c'est pouvoir dire ce que je veux, à qui je veux, quand je veux, comme je veux. C'est toujours la même question de faire société, d'être vraiment dans une société qui est ouverte à tout le monde et de ne pas laisser des gens au bord du chemin, parce qu'ils sont différents. Je vous laisse regarder le petit schéma qui effectivement explique toute l'importance, enfin tout ce à quoi ça correspond de communiquer, tout à ce à quoi ça nous sert et tout ce à quoi on ne peut pas échapper si on veut être en relation avec les autres. C'est bon pour vous? Je peux passer à la vedette suivante. Donc les notions clés, le vocabulaire de la CAA. Alors c'est pareil, enfin, je trouve que l'exemple est bien choisi. Donc à 18 mois, les bébés ont entendu 4380 heures de langage parlé. D'accord? Et pourtant, on ne s'attend pas à ce qu'ils parlent. Enfin, pas couramment, pas à ce qu'ils fassent des phrases, des discours. Donc effectivement, si les apprenants de la CAA ne voient de la CAA que 2 heures par semaine avec l'orthophoniste, ça sera une belle exposition au langage qu'un enfant de 18 mois. D'accord? Donc l'idée c'est bien ça, c'est qu'effectivement, si on ne fait de la CAA que dans les établissements médico-sociaux pour permettre à ces personnes d'accéder à une communication, il leur faudra 84 ans pour pouvoir communiquer avec les autres. Alors que si la CAA se développe partout, si on met en place des outils de communication partout pour que les gens en situation de handicap puissent communiquer, ils seront exposés beaucoup plus et du coup ils apprendront beaucoup plus vite. Et ils pourront être en relation avec les autres beaucoup plus vite aussi. Donc voilà, la plaquette de départ c'était ça. Ok. Et la plaquette d'aujourd'hui, bon c'est un peu plus grand, mais c'est ça. Donc en termes d'accessibilité, je pense que vous voyez tout de suite la différence. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important effectivement que nous qui sommes dans le champ du handicap et qui avons connaissance de ces problématiques-là, ou même les personnes en situation de handicap elles-mêmes, qui peuvent vraiment venir apporter leur expérience et dire voilà, ça c'est bon, pour moi c'est accessible, mais ça l'est pas. Je veux dire, quand on est par exemple avec des aveugles, alors je pense que tu pourrais donner un exemple, tu sais sur comment ça s'appelle quand on doit chercher, on doit comment dire, valider sur une action sur Internet et qu'il faut trouver les temps de passe, c'est ça? Les petites images, quand il faut appuyer sur des images, trouver la mobilette, trouver ci, trouver ça, c'est évident qu'un aveugle, ça va pas marcher. Ça ne peut pas marcher du tout. Donc voilà, donc c'est un peu ce genre d'exemple qu'on voulait vous donner et je pense qu'on a vraiment des choses à faire ensemble. Les personnes qui interagissent avec lui sont des partenaires de communication. Accompagner une personne dans l'autonomie de sa communication, c'est lui permettre d'accéder à de nouvelles compétences, mais aussi d'en développer soi-même et devenir un partenaire de communication compétent. Avoir un outil de communication ne fait pas de vous un communicant efficace, pas plus que d'avoir un piano fait de vous un pianiste. Effectivement, il ne suffit pas de donner des outils aux personnes, il faut interagir par rapport à ces outils. Il faut apprendre, comme on apprend le langage oral, comme on apprend à écrire, comme on apprend tout. Permettre à l'autre d'avoir son outil partout avec lui, c'est lui permettre d'accéder à sa voix et de devenir un communicant autonome. Et ça veut dire aussi que l'autre en face soit en capacité de comprendre ce qu'il veut. Donc ça veut dire que tout le monde doit plus ou moins se former, comme on s'est tous formés au langage. Donc on peut être un excellent communicant avec peu de symboles, ce qui compte c'est la qualité de l'interaction. Donc là c'est plus
la façon dont on se pose par rapport à la personne pour faciliter l'acquisition de la CAA. Voilà, c'est les caractéristiques d'un système robuste, vocabulaire large, de base plus spécifique, plus personnel. Alors là, je parle plutôt des enfants qui sont TSA et qui ne communiquent pas à l'oral. Et les parents ont parfois peur que si on utilise la CAA, ils n'iront jamais vers le langage oral, parce que ça paraît plus facile. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en même temps qu'on montre des images, on oralise tout le temps. Donc pour quelqu'un qui n'est pas sourd, de toute façon, il aura cette oralisation qui est présente. Et ça peut déclencher chez certains enfants une facilité à oraliser, parce que ça va lui mettre en confiance et que finalement, là où il ne parlait pas, ils vont se mettre à parler. Donc ça n'a pas d'impact de ce côté-là. Aux enfants qui sont avec des troubles du spectre autistique, le langage oral et le langage alternatif doivent être combinés pour arriver à permettre à l'autre de développer son langage alternatif et éventuellement du langage oral. C'est un bain de langage comme un autre, mais ce n'est pas un bain de langage oral. La personne, elle utilise plusieurs choses. Elle utilise des images, elle utilise des signes. Sa chambre est tapissée de différentes possibilités, ce qui lui permet effectivement de choisir ce qui est le plus adapté pour lui. Mais on voit bien qu'effectivement, c'est plusieurs outils qui sont utilisés. Il y a une petite affiche en bas avec vraiment des symboles, il y a des lettres, il y a une tablette, la dame, elle parle, elle fait des signes. Donc on voit bien qu'effectivement, tout est, surtout pour les petits, tout est proposé pour qu'ils puissent choisir ce qui lui convient le mieux. Donc la CA, de toute façon, est normalement utilisée dès l'enfance pour que les personnes aient déjà choisi leur outil de communication, celui qui est le plus favorable, ce qui n'empêche pas après de mélanger plusieurs systèmes. Et il faut trouver ce qui correspond le mieux aux besoins de la personne et personnaliser en fonction de ses besoins. Et donc ça, c'est notre travail à nous, au niveau du médico-social, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les orthophonistes, c'est ce que font l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des personnes en situation de handicap. C'est évaluer effectivement leurs capacités et leurs besoins pour pouvoir réfléchir avec eux à la meilleure communication adaptée. Et ça, c'est pas ce qu'on va demander faire dans le numérique, mais en tout cas, sachez que c'est ce travail-là qui est fait en amont. Et que quand même, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que la communication par image, à part pour les personnes qui sont vraiment déficients visuels, c'est quand même, et en particulier pour les PSA et pour les déficients intellectuels, enfin les déficients cognitifs, c'est à force de ne pas communiquer qu'elle va se retirer du monde. Mais au départ, elle va essayer de communiquer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être parfois agressif, parce qu'elle n'a pas les moyens de communiquer, mais elle va essayer de rentrer en contact avec l'autre. C'est fondamental. On reste des mammifères et on a besoin de ça. Donc on est en retard en France sur le développement de la communication alternative améliorée. Sensibiliser le public dans son intégralité à l'utilisation de modes de communication adaptés pour faciliter l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Il faut parler en CA pour que la personne s'exprime en CA. Comme les enfants ordinaires, il faut recréer un bain de langage, mais adapté. La communication doit être accessible. Si on veut que les personnes utilisent des outils de CA, tableau, classeur, synthèse vocale, il est nécessaire que ces outils soient présents dans l'environnement immédiat et que ce qu'on leur propose soit aussi en CA. Plus on commence tôt, plus on a de temps pour apprendre. Toutes les occasions sont bonnes pour communiquer. Voilà un peu les principes de la CA. Je crois que je suis au bout. Vous allez voir qu'une grande phrase, c'est très facile à vous de la comprendre. Je veux dire, en général, ça pointe la personne, c'est une photo, en plus ça peut être une photo de la personne. Après, il y a effectivement le fait de vouloir, enfin par exemple vouloir, et après il y a l'objet. Donc c'est assez simple à lire pour nous qui sommes neurotypiques en fait, qui n'ont pas de problème de communication. Comme ça fonctionne par image la plupart du temps, c'est quand même assez simple. C'est un peu comme oui, ce que je vous disais sur les montages de meubles tout à l'heure. Bien que moi, j'ai eu du mal au début avec les pictos. Mais bon, je suis pas un bon exemple. Donc oui, ça permet au moins à la personne de s'adresser un peu à n'importe qui et d'être comprise. Après, ce qui est important pour nous dans le cadre du NEC, c'est de se dire effectivement qu'est-ce qu'on fait pour rendre nos documents accessibles. Que ce soit des plaquettes ou que ce soit même des sites, je veux dire sur des sites internet, pour une personne qui n'a même pas déficience cognitive. Vous prenez, je prends ma mère par exemple, 81 ans, quand elle est sur un site internet, elle s'arrache les cheveux. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout accessible. C'est déjà assez mal accessible pour nous
Bon, je parle moi aussi en tant que personne bientôt un peu âgée. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas été élevé avec un ordinateur, mais pour des personnes en situation de handicap, je pense que Christophe pourrait en témoigner, c'est vraiment compliqué de pouvoir effectivement accéder à ces sites. Et pour ces jeunes-là, enfin nous on travaille avec des jeunes, pour ces jeunes-là, quand ils se retrouvent en situation de s'inscrire à Pôle emploi, de faire des démarches, de s'inscrire à la sécurité sociale, je sais qu'il y a une obligation d'accessibilité, mais je ne sais pas si c'est par pourcentage ou si c'est... Après, il n'y a pas de toute façon... je ne sais pas s'il y a des sanctions vraiment. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. En tout cas, elles ne sont pas appliquées s'il y en a. Donc... Alors, je pense qu'effectivement ça demande de la collaboration avec des gens qui s'y connaissent par contre en handicap, hein. Voilà. Que ce soit les personnes elles-mêmes qui puissent dire ce qui leur convient, ou que ce soit effectivement des professionnels comme nous qui auront l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap. C'est pas super compliqué, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a toujours la question du coût. C'est-à-dire que certains sites informatiques qui travaillent avec les professionnels qui font ces sites préfèrent, ça leur coûte parfois moins cher de régler les bugs que de rendre accessible directement. Donc il y a aussi cette logique marchande qui fait que parfois certains sites vont pas trop se casser la tête et puis après si ça devient, si on insiste, ils vont commencer par s'y intéresser. Mais effectivement ils vont aller au plus simple. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on ne s'était pas du tout posé à la base. On s'est dit l'informatique va tout régler, ça va faciliter tout, pour tout le monde. On ne s'est pas posé la question. Sauf que, effectivement, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les vieux, ils n'y arrivaient pas, que les personnes handicapées, ils n'y arrivaient pas. Et c'est maintenant qu'on commence à se poser ces questions-là. Et on veut une société inclusive, on veut une société pour tous. Il faut se donner les moyens. Et du coup, on a pris du retard. Parce que comme on ne s'est pas posé la question au départ, on est parti sur des formats qui ne sont pas bons. Et maintenant, il faut tout réadapter. Et finalement, c'est ça qui coûte de l'argent. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière, on ne va pas refaire des films, donc voilà. Donc, si j'ai bien compris, il y a des aidants Connect qui ont la capacité de pouvoir gérer la relation avec des personnes qui ont un handicap. C'est bien ça. Ou alors tous les aidants Connect dans leur formation ont cette partie-là. Je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas vraiment des informations par rapport à ça. Par contre, je pense qu'ils sont en capacité de mobiliser un réseau. C'est-à-dire que si eux-mêmes, ils n'ont pas la réponse, ils sont en capacité d'aller chercher des personnes qui vont pouvoir les aider à répondre. Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander à tous les aidants Connect d'être formés au PEX, d'être formés à la langue des signes, c'est pas possible. Mais par contre, ils ont normalement accès à un réseau qui leur permettra de chercher la bonne personne. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre camion, là, j'arrête pas de vous parler, je fais la pub aujourd'hui. Voilà, et c'est le monsieur du camion. Oui. Merci Myriam. Je vais rebondir sur les échanges qu'on vient d'avoir. Et pour répondre à votre question, madame et monsieur, c'est vrai que on a tous cette préoccupation d'aller vite à chaque fois. On parlait des sites, on parlait de ce qu'on peut proposer, par exemple les entreprises. Là, l'exemple qu'on a cité avec mon espace santé, on a pris ce temps justement d'établir un échange, de tester avec le public et de voir si ça correspondait bien aux besoins. Et donc aujourd'hui, on est justement à votre disposition à l'extérieur avec le camion qui est aménagé en bureau pour justement vous présenter certains outils et tester par vous-même les solutions qui existent aujourd'hui. Donc je vous laisse, je commence par ici, voilà, c'est des manifestations sur, c'est l'occasion de tester du matériel, tout à l'heure justement, un des outils au niveau de la CAA, c'est des applications gratuites qui sont téléchargeables sur Android ou bien sur iOS. En fait, vous prenez en photo le lieu, vous prenez en photo la personne, vous pouvez nommer l'image, et ensuite la personne va pouvoir sélectionner en fonction de ses besoins à chaque fois. Ça nous arrive assez souvent avec des jeunes où ils ont du mal à communiquer, ils sont bloqués. Au niveau affectif, ça peut être difficile à gérer les émotions, et du coup ils vont pouvoir sélectionner. Je vous donne un exemple. Voilà, on commence la journée en présentant un petit peu son état d'humeur.
Et ça nous donne quand même une idée sur la suite par rapport aux échanges qu'on aura avec la personne. À la demande, et en fait on est déjà intervenu pour l'AFPAR, on est déjà intervenu pour l'ORAR sur le Sud, sur une manifestation ouverte au public, et donc ça permet effectivement de sensibiliser l'ensemble du public à les différentes solutions d'adaptation qui sont, enfin là pour le coup c'est plutôt des solutions numériques, donc voilà, qui sont disponibles pour aider les personnes en situation de handicap. Ça peut être des aides visuelles, ça peut être des aides pour les déficients auditifs, des alarmes qui vibrent par exemple, pour pouvoir effectivement être averti si quelqu'un ouvre la porte qu'on a oublié de la fermer à clé. Ça peut être des choses comme ça, de la domotique, mais qui permettent aux personnes en situation de handicap de vivre de manière plus autonome. Voilà.